déléguée jeune de l'ICN, de RCC. Alors, je suis vraiment très, très contente de pouvoir modérer la discussion de ces panélistes. Je suis sur le territoire du traité 13, qui est dans la région de Toronto, Canada, et des peuples Mississauga. Et j'espère que vous pouvez aussi dire où vous vous trouvez et reconnaître cette histoire. J'aimerais maintenant présenter chacune des panélistes. Alors, premièrement, nous allons écouter Noélie. Bonjour tout le monde. Merci, Cindy et Sherry, pour les remarques d'ouverture. C'est vraiment un espace très intéressant. Je suis très contente d'être ici. Je suis Noélie Guzman, je suis de la Bolivie et je suis à Los Angeles où j'étudie en études supérieures. Et je suis très contente, encore une fois, de partager des perspectives, des expériences, des réflexions sur que j'ai recueillies dans l'organisation auquel je veux partie. Je fais partie d'une organisation écoféministe basée à La Paz, en Bolivie. Et le nom de notre organisation signifie bonjour en guarani. C'est une organisation qui est présente surtout dans la région amazonienne de la Bolivie. Et je suis prête de parler de ce sujet tellement important. Et mes pronoms sont elle et elle et lui. Alors maintenant, Myriam. Merci beaucoup. Moi, je vous parle du Brésil, de São Paulo. Donc, je vais essayer de parler en français. J'espère que ça marche. Moi, je travaille dans une ONG qui s'appelle SOFI, Sempre Viva Organisation Féministe, comme la fleur éternelle. Je travaille surtout dans une région ici, le Vale do Ribeira. C'est une région où la forêt atlantique, la Mata Atlântica, existe encore à cause de la présence des communautés traditionnelles, les indigènes, les guaranis, les quilombolas, qui sont les communautés afrodescendantes, et aussi la contribution des paysans. Je suis bien contente d'être ici avec vous, surtout aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, c'est un jour qui nous... des mouvements pour la lutte pour sauver les Nations Unies. Nous savons bien que ces conférences parfois encadrent quelles sont les thématiques, les enjeux de coopération internationale. Donc, je suis contente d'être ici avec vous pour avoir un dialogue horizontal et construire une coopération vraiment basée sur la solidarité et décolonisée. Merci. Merci beaucoup, Myriam. Next, I'll pass it over to Ian. Ian. À vous, Ian. Ian, I believe you're on mute. Are you able to unmute yourself and introduce yourself? Sorry about that. Désolé. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Ian Mangenga et je suis de l'Afrique du Sud et je suis en ce moment à Cape Town et je suis une entrepreneure et conceptrice sociale. Et je travaille dans la société civile depuis 7 ans à travers dans l'espace de la promotion et de la défense. Et je suis contente de participer à cette conversation. Alors, j'ai été introduite au concept de décolonisation dans la rue, dans des manifestations. Et j'ai hâte d'entendre les témoignages des personnes de différentes parties de la planète. Et ça va être très bien comme manière de voir qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qui nous attend dans l'avenir. Merci. Merci beaucoup. Freddie, voulez-vous vous présenter? I believe you're on mute. First of all, I would like to take this opportunity. D'abord, j'aimerais en profiter pour remercier très bien le RCC
pour avoir organisé cette réunion vraiment très intéressante pour discuter un sujet si important aujourd'hui. Et ça arrive à un moment où il est essentiel et c'est un besoin vraiment important. J'ai le privilège d'être avec vous. Je me sens privilégié d'être avec vous et j'ai hâte d'entendre vos idées que vous allez présenter. Frédéric Wangabo Mwenengabo. I'm Frederick Wangabo Mwenengabo, and all friends refer to me as Freddy. So you are welcome, all of you, to call me Freddy. Alors, vous pouvez m'appeler Freddy. Je travaille avec l'Association des droits autochtones de l'Est de l'Afrique et je représente aussi la Société des organisations de la société civile aux Nations unies et je suis le président du Conseil de l'Atlantique pour la coopération internationale, qui est une des organisations ou un des réseaux du RCC. Alors, c'est vraiment un grand plaisir pour moi d'être ici avec vous et j'ai bien hâte d'entendre vos contributions cet après-midi dans ce dialogue. Merci de m'avoir invité à l'RCC. Je l'apprécie vraiment. Thank you so much, Freddie, and I couldn't agree more. I'm so excited to hear from all of you about your perspective. Merci beaucoup, Freddie, et j'ai bien hâte d'entendre ce que vous avez à dire sur le sujet. Alors, commençons. Le secteur de développement international s'en va de plus en plus vers des pratiques décoloniales et antiracistes. Mais je voudrais savoir, dans vos pratiques, est-ce que vous voyez un changement à ce niveau dans le Sud? Je vais commencer avec Ian là-dessus. Quelle est votre perspective? Merci, Sydney. Je suis un peu à la défensive sur la clôture dans mon cas. Je travaille pour une organisation qui reçoit des subventions de la communauté internationale et on peut voir qu'il y a beaucoup de changements au niveau dans la distribution de ces subventions dans les pays africains. J'aimerais commencer en demander à qui nous nous référons exactement lorsqu'on parle du secteur du développement international. Est-ce qu'on parle des communautés qui sont formées des anciens colonisateurs et qui sont formés de pays occidentaux principalement? Et je pense que c'est à propos de poser cette question s'il y a un changement qui se produit. Et si on regarde aux 100 années que ça a pris pour coloniser l'Afrique, de 1884 à 1994, les mêmes communautés qui occupent et ont le plus de pouvoir dans le secteur du développement international ont joué un rôle essentiel à enlever la dignité des Africains et à leur enlever beaucoup d'autres choses. Et à ce jour, l'Afrique a toujours la plus grande population de pauvres et de pays les moins développés, le plus grand d'économies les moins développées. Alors, autant que je veux croire qu'il y a un changement qui se produit, ce qui m'intéresse surtout, c'est de voir si être plus critique entre les liens entre le secteur du développement international et l'Afrique postcoloniale. Quels sont les liens entre les deux et comment est-ce qu'ils réparent les dommages qui ont été commis durant la colonisation qui est si difficile à lever? Alors, je dirais pour le moment non, comme réponse à la question. Merci beaucoup. Et en tant que personne des membres de la diaspora africaine, je comprends très bien votre réponse. Ils pourront en parler un peu plus. Maintenant, nous allons écouter Noélie, par contre. Merci beaucoup. Vraiment, Ian, c'est vraiment enthousiasmant d'écouter ce que vous avez dit. Je suis entièrement d'accord. C'est une question très complexe. Je pense que c'est très facile de penser, à croire et qu'il y a
un, un mouvement vers la décolonisation et un changement dans les pratiques. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour les coloniser? Et comment savons-nous? Et comment c'est mis en pratique? Et je pense à ce que Ian vient de dire et je me demande si nous sommes même prêts à parler d'un monde post-colonial. Sérieusement, je ne suis pas certaine. Et je pense qu'il y a des... juste pour faire le lien avec ça, je pense que Ian a soulevé un point important. Je pense que c'est très important de faire la distinction entre à qui nous nous référons lorsque l'on parle du secteur du développement international, parce que je pense vraiment qu'il y a eu des initiatives. Mais encore, je ne suis pas certaine. Je ne sais pas si le discours est suffisant pour conclure et penser dans la décolonisation, et parce que je pense que c'est un processus qui s'applique à tous les jours. Et aussi, je ne suis pas certaine. Je me souviens que Sherry, dans ses remarques du début, elle a parlé de la réconciliation. Et je ne suis pas certaine si la réconciliation est même possible dans un contexte où il y a des communautés marginalisées qui sont encore dépossédées à tous les jours. Alors, je ne sais pas si je dirais que les pratiques décoloniales sont appliquées pleinement et à ce moment. Ce que j'ajouterais, c'est que il y a certainement eu des initiatives et je pense que la décolonisation en tant que processus a été cooptée par certains secteurs, notamment les secteurs qui sont au pouvoir en ce moment ou qui ont toujours été au pouvoir. Et ça, c'est une crainte que j'ai. Et parfois, lorsqu'ils prennent les mots qui ont été proposés de la part des organisations à la base, c'est comme si on ne pourrait même pas nommer certaines choses aujourd'hui, alors qu'on pouvait le faire avant. C'est une préoccupation. Alors, je pense que nous ne voyons pas encore vraiment un processus ou un projet de décolonisation dans le Sud, selon ma perspective. Thank you so much, Noelie, and I think there's some comments there that definitely agree with that concept. It also kind of suggests that there hasn't been resistance. Alors, ça suggère aussi que ça fait longtemps qu'il n'y a pas beaucoup de la résistance qui continue. On sait très bien que depuis la colonisation, la résistance a déjà commencé. Et puis, ça ne fait pas juste il y a quelques années que le monde commence à se réveiller à ces réalités. Alors, Freddie, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Oh mon Dieu! J'ai vraiment apprécié ce que les panélistes avant moi ont dit. C'est vraiment comme la lumière ou mon âme et mes paroles, mais je ne vais pas les accuser. Et je suis tout à fait d'accord avec elles. Et pour moi, pour répondre, je sais, oui, il y a quelques étapes, quelques pas vers ces idées de décolonialisation dans le secteur international. Mais je dirais que non, il n'y a pas de changement. Il y a des efforts, mais il faut travailler ces efforts. Alors, je ne vais pas redire qu'est-ce que mes collègues avant moi ont parlé. Mais si je vais vous juste donner quelques exemples en particulier. Alors, moi, je viens de Monowake en les pays centrales de l'Afrique. Et je vais vous donner un exemple d'un pays, la République démocratique du Congo. Les camps dans le Congo, on l'appelait supposément free, en guillemets, et on avait beaucoup de lois imposées par les colonisateurs belges. Et il y avait Mumba, qui était un de nos leaders
élus. Et depuis ce moment jusqu'à maintenant, c'est les mêmes familles de fils à fils, au père en fils. On n'a pas eu aucun changement. Alors, si vous regardez là, ça c'est une perspective politique, on est toujours en dessous la colonisation de ces leaders qui continuent de donner les rapports aux des pays colonisateurs. Alors, la pouvoir réel reste dans les mains des mêmes personnes. Ils s'en foutent si on meurt ou si on continue à vivre. Alors, si vous avez un exemple d'un cellulaire, alors, je suis sûre que tout le monde a un cellulaire et je suis sûre que vous avez aussi un portable, ordinateur pétrolier. Et 70 de ces minéraux viennent du Congo. Ce n'est pas l'or, ce n'est pas le diamant. Non, je ne parle pas des autres ressources comme ça. Je parle juste l'ordinateur et le téléphone. Qu'est-ce qu'ils utilisent? C'est 70 de qu'est-ce qui est là pour faire les avions et toutes les affaires dans l'industrie aérospatiale vient du Congo. Et aussi, quand on parle de l'environnement chez moi, alors oui, pour faire les batteries pour ces autos électriques qui ne vont pas utiliser le gaz, ça, c'est aussi les matériels du Congo. Mais moi, je ne comprends pas comment les personnes peuvent mourir quand ils luttent pour les ressources où il y a la guerre. Les compagnies canadiennes, les compagnies américaines, les compagnies chinoises sont toujours capables d'accéder à ces minéraux où il y a la guerre. Et puis, ils apportent les personnes pour leur protéger. Et on parle de cette coopération internationale. Et je veux juste prendre quelques instants pour vous expliquer. C'est regarder le COVID. Alors, même pour les pays africains sont capables, qui peuvent voyager ou acheter les vaccins. Le Canada l'a juste acheté, on garde les vaccins là-bas. Alors, est-ce qu'on dit que les Africains sont inférieurs au reste du monde? En Amérique du Sud aussi, est-ce que les Américains du Sud sont inférieurs? Parce qu'avec ces enjeux, on est en train de dire, même si vous avez l'argent, tu ne peux pas l'acheter. Et si tu n'as pas l'argent, oublie ça, vous ne pouvez pas avoir le vaccin. Et ça, c'est pourquoi on a juste 1 million de vaccins. Qu'est-ce que ça va faire pour un pays pour plus que 100 millions de personnes? Et si on veut parler du financement, et de ces groupes. Les financements des coopérations internationales, ce n'est pas balancé. Nous, on a besoin de désigner, créer les projets basés sur les besoins des subventions, du financement, pas sur nos besoins. Si on fait sur nos besoins, on ne va pas recevoir le financement. On ne va pas rentrer dans leurs critères. Alors, la décolonisation, oui, quand on parle des spécifiques, peut-être quelques pays en particulier, peut-être au Canada, peut-être aux États-Unis, peut-être on parle de petites populations régionales, peut-être on va dire oui, il y a des étapes, il y a des petits pas qui sont en train de faire, mais quand on parle de l'Afrique et quand on parle de décolonisation et de progrès, non, ça nous insulte. Merci, Freddy. Il y avait beaucoup de pouvoir dans vos mots. Myriam, avez-vous des perspectives à rajouter pour nous? Merci beaucoup. C'est bien d'être la dernière. Je voulais vraiment continuer sur le schéma des critères que Freddy nous a amenés parce que je vais penser 3 choses quand je lis cette affirmation-là. D'abord, je comprends bien l'idée d'avoir une priorité politique dans les agendas de la coopération, mais pour nous, c'est un peu étouffant une uniformisation des agendas politiques parce que, par exemple, la question des changements climatiques, on sait bien que c'est urgent, qui nous concerne à toutes, mais je peux imaginer que les paysans, les communautés traditionnelles, les autochtones, les peuples qui habitent dans les îles apercevoir déjà les changements climatiques beaucoup avant que les institutions pouvaient s'apercevoir de ça.
Mais bon, il n'avait pas d'espace pour travailler ça. Donc peut-être aujourd'hui, il y a d'autres questions qui le peuple sont déjà en train de réfléchir et de réagir et qui ne sont pas appuyées ou accueillies par la coopération internationale. L'autre chose, c'est toujours cette idée de planification stratégique basée sur le résultat, même s'il y a une ouverture de résultats, de penser les résultats de façon qualitative. Pour moi, ça continue avec une pensée des causes à effet très réductionniste et qui ne considère pas la complexité d'y penser que les communautés traditionnelles et que nos pays, on essaie de continuer à réfléchir dans ce chemin-là. Et la dernière préoccupation que nous avons ici, aussi comme Freddy a parlé de la minération et des compagnies minières, nous sommes préoccupés des compagnies minières de données. Comment les informations qu'on organise et qui sont beaucoup demandées dans ce cadre de la planification stratégique sont utilisées, ils sont profitées comme une nouvelle ressource pour les compagnies multinationales de la technologie. C'est ça. Merci. Merci beaucoup, Myriam. Pour continuer, je pense qu'on peut parler un petit peu des partenariats qu'on pourrait faire pour améliorer la situation. Est-ce qu'il y a moyen de faire ça? Donc, peut-être je vais commencer avec Frédéric cette fois-ci. Comment pouvons-nous former des partenariats éthiques avec des communautés qui sont traditionnellement marginalisées en décolonisant notre engagement du public sans reproduire les pratiques qui sont préjudiciables avec les acteurs qu'on forme ces partenariats avec? Freddy, est-ce que vous avez des commentaires à propos de ça? Oui, j'aurais des commentaires. Je vais être très bref, mais cette fois-là, je ne veux pas dire que quelqu'un a dit ce que je voulais dire. Maintenant, oui, c'est très important. First of all, it's very important to En premier, c'est très important de reconnaître qu'il y a eu quelques pas envers ce dialogue. Ce dialogue est très important pour commencer ou d'aller de l'avant. La création du RCC, c'est un outil important pour être capable d'engager les organismes dans ces voies de dialogue. Alors, où on commence avec ces dialogues et où ils vont mener, c'est d'utiliser ces dialogues pour engager avec les gouvernements qui sont impliqués pour appuyer la décolonisation et les organisations qui travaillent dans le Sud, les pays sourds. Et ce dialogue peut passer dans les enjeux particuliers sur l'environnement, sur les enjeux politiques et sur les enjeux de financement et la démocratie et la paix. Il n'y a pas un meilleur aviseur que quelqu'un qui travaille directement dans les régions, qui connaît, c'est eux qui vont connaître mieux leurs problèmes, pas un ambassadeur du Canada en Afrique du Sud. Ian va le faire meilleur que n'importe qui d'autre parce qu'elle connaît la souffrance. L'ambassadeur va donner l'envie ou le point de vue du président ou des partis politiques. Alors, peut-être ça ne va pas être la réaction d'une femme qui a été violée ou abusée pour vraiment mettre des solutions concrètes sur la table. Alors, c'est une affaire de engager et troisième fois, engager les communautés locales et ces organismes locaux pour être là pour présenter. Et pour nous, ils voient un peu, ils voient qu'on donne pour certaines régions, certains pays, il faut laisser les communautés mener leur propre qu'est-ce qu'ils ont besoin, mené par la... Et il n'y a aucune manière d'un ministre de coopération internationale des États-Unis qui serait capable de vraiment connaître les besoins de mon village. Ça, c'est d'où vient la concertation, parce qu'il n'y a personne qui peut être un expert
dans mes problèmes à part de moi. Et j'ai besoin de toute la communauté de venir ensemble pour être capable d'exprimer ses besoins. Et il faut engager, il faut collaborer et il faut que ces personnes avec le pouvoir arrêtent de se faire semblant qu'ils connaissent les solutions des problèmes dans les pays au sud. Ils ont besoin d'arrêter, venir ici, écouter. On a besoin de parler ensemble. C'est gagnant-gagnant. Il y a des personnes qui pensent que quand on donne l'argent à un pays dans l'Afrique, que c'est comme tellement bien. Et je vais vous donner un exemple un peu, les ressources qui quittent le Congo. Le budget national, c'est 5 milliards, mais ces minéraux, c'est des centaines de milliards de dollars. Alors, qui est en train de faire les gains dans ces pays? Alors, quand tu donnes 300 millions, tu donnes ça à un gouvernement corrompu, ça ne va pas au peuple. Et puis, vous prenez ça de l'investissement que vous avez fait là-bas. Alors, on n'est même pas en train de leur aider parce qu'on est en train de leur rendre de plus en plus pauvres. Alors, quand on parle, quand on a des dialogues, et je pense que le gouvernement canadien est vraiment en train d'essayer de prendre les pas et on devrait reconnaître ça, mais il faut parler avec plus de gouvernement. Il faut parler et rassembler tout le monde pour être capable d'agir comme une société. Et un exemple des vaccins contre le COVID, c'était un exemple très important parce que ça démontre à quel point on ne collabore pas. Parce qu'il y a plein de monde régions qui n'ont pas accès à les vaccins et il y a d'autres régions qui ont plus qu'ils ont besoin. Et on sait très bien que le monde voyage avec le COVID et la pauvreté en Afrique peut créer la pauvreté en Europe. Et pauvreté en Afrique peut créer la pauvreté au Canada. Alors, on a besoin de travailler ensemble. Alors, ouais, ça, c'est quelques de mes solutions. Merci beaucoup. Je pense que de parler de ces partenariats, j'aimerais passer la parole au Ian. Avez-vous des idées de comment créer ces partenariats éthiques et comment on va aller de l'avant et l'engagement des colonisateurs? Alors oui, Freddie a parlé on a parlé comment c'est comme un processus à la décolonisation. Et moi, je suis d'accord à 100 Mais ce que je pense qui est différent que la colonisation, comme un pratique, était beaucoup plus aligné parce qu'on avait la théorie et la pratique qui allaient ensemble. C'était comme ça continue d'être ça dans la manière néocoloniale. Et maintenant, j'appelle le moment post-néocolonial. Ça, c'est la phase qu'on est en maintenant. Ça, c'est comment je l'appelle. Mais l'enjeu avec la décolonisation, parce que c'est vraiment lourd sur le côté théorique, mais pas sur le côté pratique. Et je pense que la raison pour ça, parce que le fardeau de la décolonisation tombe vraiment sur les pays sur ça. Ça tombe toujours sur les pays colonisés. Et en disant ça, en ce moment, Sydney, comme tu disais, les personnes n'ont jamais arrêté de résister. C'est toujours les mêmes groupes des personnes qui sont en train de résister depuis le moment de la mémoire. Et quand on regarde les personnes avec le privilège, même s'il a écrit des livres là-dessus, il croit dans l'injustice qui arrive, mais ils ne vont pas prendre ça sur eux-mêmes de faire de quoi. Alors, quand on parle des partenariats, je pense que Myriam et Noélie a parlé de comment ces causes sont souvent cooptées. Et je pense que dans le secteur de le développement international, souvent, ils vont juste prendre les mots parce qu'en ce moment, le mot décolonisation, c'est vraiment à la mode. C'est vraiment cool de juste rentrer ça partout et rentrer le mot innovation un peu partout dans nos discours. Mais qu'est-ce que ça veut dire réellement sur le terrain? Alors, un exemple que je voulais jaser un peu plus, et Myriam a parlé des changements climatiques. Et quand on regarde les changements climatiques, il y a beaucoup de militantisme qui est pensé par le RDC dans les pays sûrs.
Et les contributions de ces pays vers le changement climatique sont tellement, tellement petits quand comparé à les États impériaux qu'un État influence les changements climatiques tellement plus et eux, ils ne vont toujours pas rectifier les engagements d'arrêter leurs émissions. Et ça, c'est juste un exemple. J'aimerais utiliser les exemples vraiment accessibles. Un autre exemple, c'est quand l'économie cyclique, ce n'est pas un concept nouveau. Alors, chez moi, il n'y a rien qui est jeté quand tu achètes un noix de coco. Toutes les parties sont utilisées de l'extérieur, l'eau, le lait, tout est utilisé. Et ça, c'est les philosophes qui sont tout à travers notre historique. Et depuis les dernières centaines d'années, avec les processus coloniaux, on a trouvé avec ce système international qui était créé par les mêmes individus qui travaillent dans l'industrie de développement international. C'est toujours la même chose, c'est souvent la colonisation, juste avec un différent déguisement. Et si on n'est pas honnête, sur les différentes manières que ça change et ça transforme. On est en train de travailler à l'envers. Et j'apprécie que le RCC est toujours en train de ramener des différentes voix, des différentes perspectives et historiques pour vraiment partager leur perspective de qu'est-ce qui se passe au Canada, parce que le Canada est tellement loin de l'Afrique du Sud. Et peut-être moi, je n'ai pas assez de connaissances sur les luttes pour les droits des personnes autochtones, mais je vois ces conversations avec qui je participe par le LCC, qu'on peut en parler. Je vois que c'est la même. Et il y a quelque chose que je lis par ADEKE. C'est Africa après la guerre froide. Et ça m'aide à réfléchir sur les conflits en Afrique sont une autre lumière. Alors, quand on parle de conflits entre les Blancs et les Noirs, sont pour les ressources, mais entre les personnes noires et d'autres personnes noires, le conflit entre les eux, c'est selon leurs identités. Alors, on voit ça un peu entre les Hutus et les Tutsis à Rwanda et les différentes communautés en Zimbabwe. Alors, je pense que ce que les Africains veulent plus que tout, avant de tenir leur propre, être propriétaire de leur propre terre et avoir la capacité de déterminer eux-mêmes, c'est la dignité. Et même que je vois que le monde change et nous, on change beaucoup, s'il y a une affaire que la colonisation qui n'a pas pu nous enlever de nous, c'est nos connaissances ancestrales et que c'est tellement ancré à l'intérieur de nous. Et si on veut commencer à réfléchir les partenariats qui sont plus authentiques, qui vont pousser vers des approches vraiment plus vraies, qui vont bouger vers la décolonisation. Alors, ça veut dire peut-être, oui, on devrait passer le micro aux communautés qui sont traditionnellement marginalisés. Alors, laissons eux autres prendre la lead, de voir que les subventions, le monde qui donne le financement, eux, ils laissent les personnes qui habitent le terrain de prendre les décisions. Et ça, c'est une des premières places où on pourrait commencer. Alors, c'est vraiment juste de dire, OK, qu'on va arrêter les systèmes qu'on a créés et c'est quoi les systèmes qui travaillent pour vous dans vos communautés? C'est fantastique et on a parlé un peu de cela hier avec plusieurs panélistes. Il y a des partenariats intéressants, par exemple, qui réunissent les Autochtones et les communautés noires qui sont à l'extérieur du Sud mondial avec des communautés du Sud mondial au lieu d'avoir des conversations entre les dirigeants
Et je pense que c'est une façon novatrice de travailler, de donner le pouvoir aux communautés qui ont été marginalisées historiquement dans le Sud et aussi ailleurs. Est-ce que vous avez des exemples peut-être des partenariats qui ont fonctionné ou des idées à propos de ça? Oui, Myriam, je pense que... Oui, je peux parler. Non, je voulais juste partager une expérience qu'on a ici avec une fondation qui a beaucoup aidé à la traduction du féministe noir des États-Unis ici au Brésil. Et alors, un jour, Angela Davis est venue ici et il y avait un plein de monde pour l'écouter. Et elle a dit, voyez, moi, j'aime bien venir ici au Brésil et être avec vous. Mais vous avez Lélia Gonzalez qui écrivait sur ces sujets au début des années 80, qui parlait déjà des classes, sexe, hétérosexualité, race. Donc, elle était intersectionnelle avant la lettre. Et c'est fort intéressant parce que d'abord, je crois que les traductions sont très importantes pour créer ces dialogues, comme tu as parlé, mais aussi c'est intéressant d'inviter les gens dans les pays à écrire sur leurs propres expériences. Donc, je ne sais pas dans quel cadre, mais cette fondation a décidé d'organiser un livre avec les expériences des mouvements sociaux ici. Et donc, nous, on était invités à écrire un article avec les femmes quilomboles avec qui on travaille. Donc, c'est aussi un exercice pour nous d'écrire avec elles. Et justement, apprenons de Lélia Gonzalez qui parlait de português, qui c'est un mot qui rassemble noir et portugais. Donc, qui ne faut pas essayer que les gens s'encadrent dans le langage formel, mais vraiment écouter les gens dans leur langue qui est plein de vie. Et alors, on a écrit ensemble. Et bon, et après ça, une des femmes quilomboles, une des leaders ici, elle a écrit d'autres articles elle-même. Donc, c'est l'exemple que je voulais exprimer et que d'ailleurs, tous ces processus de créer de échanges entre le peuple du Sud, appuyer les mouvements sociaux qui déjà font ça et pour les écouter, c'est vraiment d'inviter les gens à écrire leurs propres expériences avec leurs propres mots. Et aussi, je suis tout à fait d'accord avec Yann, cet engagement éthique de garder les mots avec tout son essence et tous ces enjeux, sans éviter le conflit des rapports de pouvoir qu'il y a là-dedans. C'est ça. Merci. Merci beaucoup, Myriam. And Noélie, do you have anything to add around your experiences or Noélie, avez-vous quelque chose à ajouter en ce qui concerne votre expérience ou ces partenariats? Je pense que mes copalénistes ont couvert pas mal tout, mais j'ajouterais que je pense qu'il faut parler plus des processus de cooptation dans le secteur international et de la part des gouvernements nationaux. Je pense que c'est important. Ça montre la portée à laquelle nous pouvons construire avec des connexions avec les communautés. Et on faut se demander qui va établir l'ordre du jour, avec qui va se faire la conversation. Je pense que c'est des questions importantes. Et j'aimerais aussi réagir à ce que Freddie a dit. Je pense que c'est une réflexion très importante en ce qui concerne les déséquilibres de pouvoir. Freddie, dans la question antérieure, a demandé est-ce qu'on peut parler d'un accord de commerce gagnant-gagnant? Est-ce qu'on peut parler une relation horizontale où tout le monde peut gagner dans le secteur international et avec certaines communautés et même nos propres organisations? Est-ce que c'est quelque chose que nous pouvons faire? Et je pense que c'est important qu'on se demande et est-ce que nous pouvons décoloniser sans perturber
le système mondial. La façon que nous pensons, la mise en application de nos projets, je pense que c'est pertinent, notamment parce que j'ai vu dernièrement que certaines organisations adorent parler du fait qu'ils financent des communautés autochtones, par exemple, et nous sommes ouverts à des discours fantastiques dans un espace fantastique. Mais une fois qu'on essaye d'avoir accès à ces ressources, et on se rend compte que ces espaces, ces fonds, par exemple, ont des goulots d'étranglement qui les empêchent d'avoir accès aux ressources dont ils ont besoin. Et c'est intéressant parce que ça me pousse à me demander jusqu'à quel point nous, organisations, nous-mêmes, nous les aident à développer l'autonomie des communautés marginalisées et jusqu'à quel point nous les aidons dans notre coopération vers la mise en œuvre de projets qui sont importants pour eux. Je pense que c'est vraiment l'écoute est une partie essentielle dans la création d'espaces différents avec les communautés. Je pense que parfois, nous parlons trop et nous pouvons avoir des meilleures intentions, mais franchement, c'est très important qu'on les laisse faire ce qu'ils veulent faire et que c'est eux qui vont mettre en œuvre le projet et ils devraient pouvoir établir leur agenda, leur ordre du jour, leur programme. Et je pense que même les fonds qui essayent de promouvoir la décolonisation et qui sont censés appuyer ces processus sont si bureaucratiques et si inaccessibles. Et je ne sais pas, c'est vraiment frustrant. Je pense personnellement que d'essayer de remplir des formulaires pour obtenir des subventions et pour changer la dynamique dans la communauté, mais ça ne se produit pas parce que, et ça me ramène au système. Est-ce que nous pouvons vraiment décoloniser? Et qu'est-ce que ça veut dire dans un contexte avec des inégalités si grandes? Et des complexités et des dynamiques d'injustice vraiment tout enchevêtrées. Alors, j'arrêterai là pour le moment. Merci beaucoup. Je pense qu'il y a deux choses qui résonnent de ce que tout le monde a dit. C'est d'abord cette définition de la décolonisation. Beaucoup le comprennent comme réunir des personnes, d'amener à la table des personnes qui ont été victimes de la colonisation. Tout ce que ça fait, ça, c'est les amener à la table dans le système de la colonisation. La colonisation n'est pas un projet avec comme objectif de cesser d'exister et de se décoloniser. C'est un système qui a été construit pour survivre et pas pour être défait. Et ça a été fait dans tellement de contextes et qu'il n'y aura pas une seule façon de décoloniser. Il y a une grande diversité de réalités dans les pays par la colonisation. Et ces changements doivent venir des gens. Sur cette note, ce serait intéressant d'écouter du groupe où voyez-vous des occasions d'action dans votre milieu, dans votre contexte pour définir la décolonisation ou agir dans le sens de la décolonisation. Et qu'est-ce que vous pourriez suggérer au public aujourd'hui comme action pour la décolonisation? Je vais commencer avec Yann. Que pensez-vous de ça? Je vais être très bref en tant que personne numérique, comme un millénaire. Je suis vraiment très fier de ce qui se passe par les gens de cette génération avec Internet qui sont en train de transformer notre monde en un village mondial. Et il y a encore des écarts de genre.
Et il y a encore beaucoup de gens en Afrique qui ne sont pas connectés, mais je pense que pour la première fois depuis très longtemps, il y a un afflux de, de, de différentes voix, d'une diversité de voix de partout. Et j'aime bien comment les jeunes utilisent l'Internet. Et c'est moi avec connecté avec Noélie, qui est bolivienne, qui est aux États-Unis, et nous pouvons trouver des points communs rapidement. Cela étant dit, je ne suis pas que l'Internet devrait être notre seul outil parce qu'il comporte beaucoup de dangers avec les fausses nouvelles et autres, et la censure, mais il y a quelque chose que nous pouvons utiliser pour améliorer, pour nous assurer que l'engagement public, la participation publique soit améliorée au lieu de ce qui s'est passé dans le passé. Merci. Fantastique. Merci beaucoup. Mais prendre ou quelque chose à laisser notre groupe avec aujourd'hui? Myriam, je pense que vous êtes... Oui, pardon. OK, parfait. Non, bon, d'abord, je crois c'est surtout appuyer les communautés dans les résistances pour garder leur contrôle sur leur territoire et connaissances, et même ouvrir ces territoires qui sont gérés pour les communautés dans d'autres espaces. Parce que surtout, on pense beaucoup aux territoires des communautés autochtones qui, ici au Brésil, sont vraiment en danger. Et vous savez, il y avait une lutte très forte des communautés autochtones contre les attaques, soit au niveau légal, mais soit au niveau quotidien des mineurs qui arrivent dans leur territoire. Mais aussi penser aux gens qui habitent dans les villes, comme ils peuvent organiser leur territoire à partir de leur communauté. Donc, ça veut dire aussi mettre en question l'idée des propriétés privées, qui c'est beaucoup lié à l'idée de la colonisation. L'autre chose, je crois, là, on a fait une petite conversation avant et Noélie a parlé de choses très intéressantes par rapport au temps, aux temporalités. Parce que parfois, quand on parle des dialogues et on pense en dialogue horizontal, on impose une temporalité occidentale pour les communautés. Et alors, comment on peut être et vivre la temporalité des communautés et avec leurs propres mots, leurs propres dynamiques, construire les idées, les accords sur nos agendas et sur les luttes qu'on va mener. Par exemple, les autochtones ici, ils disent moi, je n'ai pas une horloge. On veut bien avoir une réunion sans un agenda, sans les temps définis pour chaque point. Donc, si on se laisse aller pour la façon comme ces communautés organisent leurs pensées, leur vie, la reproduction de leur vie, je crois qu'on va beaucoup apprendre. Ici, bon, on a la sensation vraiment, ce sont les autochtones, ce sont les quilombolas, les communautés traditionnelles qui ont la possibilité de nous faire en sortir de cette situation très compliquée qui nous sommes maintenant, je crois, partout dans le monde, mais ici au Brésil, c'est particulièrement difficile. Merci. C'est juste une autre question que je crois que c'est important aussi, c'est réfléchir sur la indissociabilité des droits. Parce que parfois, par exemple, moi, je représente la Marche mondiale des femmes au Conseil de sécurité, au mécanisme de la société civile, des conseils de sécurité alimentaire de la FAO. Et ça me touche le fait que, par exemple, le gouvernement du Canada, qui c'est proactif par rapport aux droits des femmes, soit aussi proactive à la défense des modèles de l'agriculture industrielle et de l'appelée révolution verte. À mon avis, c'est une contradiction totale et je crois qu'il fallait bien qu'on travaille pour éviter tous ces, je ne sais pas si on dit ça en français, les purple washing, ou les maquillages lilas ou quelque chose comme ça, les gens qui utilisent les femmes ou les droits des femmes ou les droits des peuples autochtones, même qu'ils travaillent avec une communauté et qu'ils font des choses très intéressantes avec une communauté,
mais qui n'ouvre pas pour changer la réalité de l'ensemble des communautés parce que cela implique vraiment un changement des systèmes. Merci. Merci, Myriam. I think what was really great about that is understanding that this is a holistic. C'est vraiment bien de comprendre que c'est un processus holistique. On ne peut pas faire du progrès d'un côté et d'un autre côté nuire au processus ailleurs. C'est un point important. Noélie, est-ce que tu as des suggestions d'actions que tu voudrais proposer au groupe? Je ne sais pas. Définitivement, je pense que nous devrions essayer d'imaginer une dynamique différente avec les communautés et les donateurs, parce que parfois nous sommes des intermédiaires, n'est-ce pas, entre les donateurs et les communautés. Je pense que d'écouter, laisser les communautés parler est vraiment essentiel ici. Je pense que tout le monde a couvert une partie les autres idées. Je crois que je m'arrêterai là-dessus. And Freddie, do you have anything you'd like to say around some actions that you'd like to leave the group with? I would like to say that, like I said before, there are some countries that has made progress, and I think it's important. Ce que je dirais qu'il y a des systèmes internationaux qui sont autour de nous pour essayer de voir comment on peut changer les situations. Il faut voir un peu comment les dialogues ont commencé d'arriver. Comme avant, une personne noire était capable de se faire tuer par la police aux États-Unis ou ailleurs pour n'importe quelle raison. Et ça, c'est l'historique du colonialisme. Et quelqu'un pense qu'une personne noire, c'est un vilain juste à cause de leur couleur. Alors ça, c'est d'où on a besoin de commencer ces dialogues. Et je pense que ça, c'est où les autres pays vont venir en soutien. Alors, on a les Nations unies et l'Organisation des Nations unies, c'est un instrument pour essayer de réguler, arriver à porter tout le monde à la même niveau de démocratie, aux mêmes jouissances de vie. Et si je dis à travers le monde, on a plus que les 200 pays, mais la raison qu'on a, il y a juste pour le regroupement à l'ONU pour le Conseil de sécurité, c'est juste 5 pays. Mais on a autour de 200 qui sont membres de l'ONU, mais juste 5 vont déléguer eux-mêmes la Conseil de sécurité de l'ONU. Et eux, ils vont être capables de prendre les décisions avec les pouvoirs de veto. Est-ce que ça, c'est la démocratie ou est-ce que ça, c'est un dictateur? Et l'Afrique, comme tout le continent, n'a pas de pouvoir là-dessus. Et quand on parle de la paix, ça, c'est vraiment dans les pays sûrs qu'on a besoin d'avoir jaser de la paix. Et l'Afrique, c'est un des continents le plus pauvres. Alors, comment est-ce qu'on peut penser que le monde va changer, mais on continue d'utiliser des mauvais principes pour nous gouverner? Et si on pense qu'on va avoir les mêmes solutions à travers le temps, toujours les mêmes solutions, est-ce qu'on va avoir les différents résultats? Si la Russie ne veut pas, ou s'il y a un conflit avec un pays dans l'Afrique, ils vont bloquer tous les votes. La Chine peut faire la même chose. Les États-Unis peuvent faire la même chose. Tout le continent de l'Afrique ne peut rien faire à cette place. Alors, même si tu rajoutes tous les pays sur des Amériques ensemble, on ne peut rien faire. Alors, cette maison n'a pas de fondation. On a besoin d'une fondation très forte pour être capable de construire, un monde plus fort. Et je pense que pour moi, ça, c'est quelques des solutions. Et ça, c'est où tout le monde a besoin de mettre ses accents. Si le Canada veut défendre les droits de femmes, le Canada a aussi besoin de donner le droit à ces femmes
d'être là et représenter d'où on prend ces décisions. Alors, si les États-Unis veulent aider une démocratie qui est un des enjeux avec le développement, ils ont besoin de laisser la place à ces pays, ces communautés pour prendre des décisions. Ce n'est pas toujours le moment juste de faire des grands discours et pas passer à l'action. Au Canada, ça, c'est ce que les peuples autochtones demandent depuis longtemps, c'est d'être capable que nous, on veut être autour de la table, de prendre les décisions. Alors, pour que ces instruments internationaux peuvent réellement faire de quoi, mais au niveau d'Ottawa, on continue à regarder ça et on a vu que le COVID a fait mal à ça, mais ça a aussi nous donné une chance de voir un peu utiliser plus l'Internet et Zoom. C'est une des meilleures manières. Hein. On n'a pas besoin d'amener Myriam de Brésil ou Ian de l'Afrique du Sud. Sans physiquement voyager, on peut être capable de parler et recevoir leurs idées. On apprend de qu'est-ce qui se passe dans leur monde. Et je pense que ça, c'est tellement important. Et comme vous l'avez fait, c'est vraiment, vraiment très, très bien. Et ça nous apprend tous à apprendre beaucoup de choses des uns aux autres. Et c'est une façon de contribuer à ces dialogues. Aujourd'hui, nous pouvons penser que c'est négatif parce que nous avons des points négatifs vu la façon dont nous sommes en train de vivre la réalité. Mais c'est dans l'ombre que jaillit la lumière. La lumière arrive et c'est dans ces dialogues ici que nous avons, qui vont créer la lumière pour le monde. Merci. Merci beaucoup, Freddie. I think that people do believe Alors, je pense qu'il y a beaucoup de personnes autour de la table et aussi dans le chat de Clavardage, on voit le monde qui appelle pour tout un changement de systémique ou de système et de vraiment que ces places où qui ont les pouvoirs, au lieu de juste tokeniser les communautés, vraiment leur donner le pouvoir pour faire des changements. Alors, je remercie tous nos panélistes de vraiment être capable d'avoir une conversation critique autour de tout ça, parce que si on ne parle pas de la we have to be really dans honest about where we are in terms of l'expérience, progress. on a besoin d'être un A little bit of time left, so it would be great et tout ça. Alors, on a un peu de temps qui nous reste. Alors, j'aimerais être capable de prendre des questions de l'audience pendant que tout le monde est ici et j'encourage tout le monde à rajouter leurs questions. We touched on a little bit, but haven't really dived deep into. But what is the difference between kind of c'est quoi la différence des approches de décolonisation et les approches plus participatoires dans les enjeux de développement depuis longtemps. Alors, est-ce que ça, c'est vraiment différent ou c'est juste une extension de ces pratiques? Alors, oui, moi, j'aimerais essayer de répondre à celui-là. Alors, je pense qu'il y a une des différences. C'est que ces dialogues qui arrivent pendant les temps coloniaux, avant 1999, c'était vraiment d'intégrer les communautés marginalisées dans un système oppressif, qui est encore oppressif. Mais en ce moment, hein, on voit qu'il y a d'autres alternatives. Alors, on ne veut pas, on demande ça. Alors, on a une meilleure idée de quoi la future a l'air. Mais dans les temps des 94, on n'avait pas une idée de c'est quoi l'intégration à travers ces années. Alors, dans le cas d'Afrique du Sud, c'était vraiment d'être capable d'avoir une chaise autour de la table. Et maintenant, c'est vraiment comme non, cette table. On ne veut même pas manger ou nous faire servir de ce qu'il y a sur cette table. Et où est-ce que vous avez trouvé des ressources pour construire cette table? Et peut-être on devrait laisser tomber cette table et juste s'asseoir autour des arbres. I love that analogy. J'adore cette
histoire ou de faire ça symbolique, alors d'être capable de réfléchir à un nouvel système, pas juste rentrer les personnes dans un système qui ne marche pas pour eux. Alors, j'ai une autre question qui vient de rentrer et peut-être un autre des panélistes. Désolé, Freddie, je pense que tu avais quelque chose. Est-ce que je peux rajouter sur ces questions? Parce que je pense que c'est très important et j'ai vraiment apprécié la réponse que Yann a donnée. Vous savez, quand une personne ou une femme arrive d'une relation très, très agressive ou they are traumatized. d'une relation agressive, ils sont traumatisés. Ils n'ont pas le temps de réfléchir, d'être capable de voir qu'est-ce qui se passe autour d'eux. Et des fois, la personne qui leur font souffrir, ils vont faire penser que eux, l'abuseur, c'est leur propre, c'est l'un qui va le sauver. Alors, c'est dans ce moment, c'est comme les premiers moments qu'on a eu le dialogue avec les colonisateurs pour notre liberté. Ce n'était pas un dialogue, c'était la lutte. On se battait, on s'est battu, les personnes sont mortes pour ça, les personnes ont perdu leurs mains à cause de ça, les sont fait couper leurs mains. Et les personnes sont emprisonnées à cause de ça. Il y a les familles qui n'existent plus. Alors, dans ces moments-là, on ne voyait pas que c'est un dialogue, c'était une agitation. Et dans ces agitations, c'est les colonisateurs qui n'ont pas libéré les personnes, le peuple. Ils ont créé les structures pour les garder captifs, emprisonnés autant de temps qu'il avait besoin. Et ça, c'est pourquoi on a toujours besoin de changer ça. Et maintenant, dans ce monde d'aujourd'hui, quand on parle de la dialogue, au moins, on pense que vous allez recevoir un espace pour parler, même si ces communautés TPI, etc., sont encore marginalisées. Alors, au moins, on a les espaces où on peut parler. Mais on ne peut pas vraiment arriver à un point réel de dialogue jusqu'au temps que les personnes sont réellement libres. Pour nous, si longtemps qu'on est président, on n'est pas libre parce que lui, il fait partie de ce système qui a été créé par les colonisateurs. Alors, si tu ne peux pas juste, n'importe qui de mon pays ne peut pas être un leader de notre pays parce que même s'il veut, ils ne vont pas recevoir la vote. Et la dernière fois qu'on a eu une élection, il fallait leur laisser prendre une autre place. Et la personne qui a reçu la majorité des votes n'a pas continué dans ces élections. Mais la personne qui n'avait pas la chance de continuer, c'est parce que lui, il était avec les communautés. Mais pour moi, dans ma réalité, je pense que jusqu'à jour, on n'a pas eu une chance d'avoir un dialogue avec les colonisateurs. Nous, c'était l'agitation, c'était l'oppression pour nous garder en bas. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui aimeraient rajouter sur cette discussion? Sinon, on a d'autres questions. Oui. Oui, je pense que ce que Freddie a dit tout au long de cette conversation, et Ian aussi, je pense qu'il y a une dette historique. Et cette dette, c'est nous qui le portons dans les communautés marginalisées, dans leur corps physiquement. Et je pense que des fois, c'est trop facile ou peut-être c'est facile de parler de la réconciliation, de parler d'une idée de compensation. Mais je pense que la colonisation, c'est quelque chose qui est tellement compliqué et que c'est vraiment important d'adresser ou parler comme c'est une dette historique. Et à travers ces yeux, ces lumières, que peut-être là, on va être capable de commencer à réimaginer qu'est-ce que ça a l'air, qu'est-ce qu'on pourrait faire. Sinon, c'est juste de rajouter les changements pour qu'est-ce que s'est passé. Je pense que I think that's what I would say. une histoire qu'elle a donnée autour de la table. Alors, je pense que cette
d'être historique. Pour moi, c'est très critique de mettre l'accent là-dessus pour être capable de réimaginer tout ça. Est-ce que je peux ajouter une petite chose là? Oui, bien sûr. Allez-y. Non, c'est aussi une question sur les technologies qu'on utilise pour ces dialogues-là. Et être autour d'un arbre, je crois que c'est pas être dans les zooms. Même qu'on utilise l'Internet, je crois on pouvait aussi appuyer les technologies alternatives, par exemple les softwares non propriétaires. On a par exemple des plateformes qu'on utilise et qui n'ont été tellement développées comme les ont été tellement développées parce que nous, qui sommes engagés dans l'idée de décoloniser le monde, on ne les utilise pas. Donc, je crois que si on ne les utilise plus, on va aider dans ce sens d'une communauté qui construit une connaissance, une communauté qui construit une technologie. Ce n'est pas uniquement les gens qui sont experts dans l'informatique, mais aussi les gens qui les utilisent et qui aident à rencontrer les problèmes et trouver les solutions. Merci, merci beaucoup, Myriam. You kind of touched on this, but maybe just for our last Merci beaucoup. Je sais que vous avez déjà un peu touché dessus, mais la dernière question que je vais parler avec le groupe context, définir la décolonisation et de quoi ça a l'air en ce contexte. Alors, c'est quoi les actions qu'on pourrait prendre ou que vous pensez que les organisations qui écoutent en ce moment pourraient utiliser comme un premier pas dans l'engagement public, dans la communication publique, comment est-ce qu'ils pourraient s'entrer dans une approche décoloniale? Alors, on cherche des recommandations que les personnes qui écoutent ici pourraient faire après ce discours. Alors, I think sometimes comme oui, la dialogue, c'est important. Most part of the time, at least I'm speaking from my experience. Je parle de ma propre expérience. Souvent, il y a des intermédiaires. Et de vraiment ouvrir cet espace et créer les conditions pour écouter et laisser les communautés définir leur propre ordre du jour. Qu'est-ce qu'ils veulent? Même si des fois c'est contradictoire, c'est pas un processus qui est 100% libre des ambiguïtés ou des contradictions. Des fois, il y a des affaires même problématiques, mais ça fait partie de ce processus. Et je pense que c'est vraiment d'ouvrir cet espace, de certaines communautés laisser eux faire leur propre agenda, leurs ordres du jour, de décider c'est quoi leurs priorités. C'est un processus très intéressant, mais je pense que ça peut uniquement fonctionner quand une personne est là de se positionner dans un peu laisser aller nos pouvoirs, nos places. Et c'est juste en faisant ça qu'on peut vraiment réfléchir de qu'est-ce qu'on veut par la décolonisation. Sinon, on va juste continuer à opérer dans les mêmes structures de pouvoir. Et je pense que pour moi, ça, c'est les premières étapes que j'encourage le monde à faire pour les organisations ici. Merci. Merci beaucoup. Je pense que Ian, vous avez quelque chose à partager. Oui, pour rajouter ce que Noélie a dit, je vais le pousser encore un peu plus loin, d'être plus connaissante des types, la nature du dialogue. Pour donner un exemple en Afrique du Sud, quand on va dans des places à l'extérieur des villes, les espaces ruraux. Alors, nous, on a un dialogue qui s'appelle Imbizo. Et c'est quand différents membres de la communauté arrivent ensemble pour parler des enjeux pour leur communauté. Les différences avec Imbizo, ça s'appelle Imbizo. Et c'est un processus qui commence et ça fonctionne de manière particulière, comment les communautés ont en principe de s'échanger ensemble. Alors, il y a la bouffe et c'est tous les nuances culturelles que souvent sur ces plateformes qu'on ne regarde pas, mais c'est d'essayer
de regarder, laisser tomber une approche anthropologique moins coloniale. Parce que souvent, on va étudier ces communautés, qu'est-ce qu'ils veulent, comment ils se parlent, qu'est-ce qu'ils n'aiment pas. Parce que tu vas aller voir la village de ma grand-mère et tu, tu veux les belles chaises et une belle mur pour faire... non, 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 ça ne marche pas. Il faut parler dans leur langage et leur parler où ils sont situés réellement. Alors ça, c'est incroyable. Je suis tout à fait d'accord et je pense que la nourriture, c'est vraiment important et ça démontre un type de réciprocité qui est très important dans plusieurs pays. Alors oui, Freddie, tu avais quelque chose et oui, je suis tout à fait d'accord avec Ian sur cette idée. C'est la nourriture. Decolonization. When we take it, we have to put collaboration and we have to indigenize it. Utilise ça, il faut prendre la collaboration, il faut le rendre autochtone. Ça a besoin de rentrer dans les réalités. Alors, ça, c'est les premières solutions. S'il y a des organisations, des autres solutions comme qui sont ici en ce moment dans Zoom, also try to look for ways to support organizations in the global south pour appuyer with des local organisations dans solutions. les pays sur avec des solutions locales, parce qu'on ne peut pas les décrire ici. Les solutions locales peuvent toujours seulement être décrites là-bas. Et ça ne veut pas dire que la redavabilité, ce n'est pas là. Il faut juste chercher ces solutions pour laisser la place et encourager les personnes qui peuvent faire le travail dans un contexte local. Je ne veux pas mentionner des organisations en particulier, mais si vous voyez des organisations qui sont en train de recevoir le financement d'affaires globales, c'est Organization being funded. But yet those international organizations still need the partnership of local. Ont besoin de faire des partenariats avec les organismes locaux. Si le projet, c'est 11 millions, l'organisation sur le terrain reçoit juste 250 000 pendant 5 ans. Et eux, ils vont faire tout le travail, mais l'organisation à l'international reçoit. You don't trust me that I'm able to work on my solutions. So we have to work with organizations. Besoin de travailler avec les organisations dans les pays sur. Et on ne peut pas juste leur donner notre vocabulaire d'innovation ou comme il faut leur laisser utiliser les mots qui est de même. Je peux arriver. But if I'm not used to it, it will still give me. I still have bad je vais souffrir dans mon ventre parce que ça va me faire du mal. Mais la nourriture est bonne, but I'm not used to it. Mais si je n'ai pas l'habitude de le manger, alors s'il vous plaît, donnez-moi qu'est-ce qui est proche de moi, les solutions locales. Ça, c'est comment il peut aller. Collaboration et... And decolonizing. Then decolonization, we can find a solution. And we have also to work on institutions, as I say. Et on a besoin aussi travailler avec les institutions. On ne peut pas juste... Oui. Si nous, on n'a pas des bons principes, ça ne va jamais changer. Alors, le président Donald Trump a dit peut-être toute l'Afrique peut être en feu parce que lui, il a le pouvoir que n'importe quel pays en Afrique peut l'arrêter. Alors, il n'y a pas de balance. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? On a juste quelques minutes, donc je vais vous donner la dernière mot. Oui, merci. Bon, je vois ici au chat une discussion sur le décoloniser, indigéniser, je ne sais pas comment dire en français. Je crois qu'il n'est pas un processus un d'abord l'autre. Ce sont des choses qui s'en vont dans les mêmes moments et qui sont processus concomitants.
simultanée. Et pour ça, je pense à des idées. Une idée qui me voit, et parce qu'il y a une question qui parle de comment sortir d'une subjectivité colonisée. Et cela m'a fait penser évidemment à Frantz Fanon et comment l'homme, la question de la race a été créée comme une projection de l'homme blanc qui projette l'ombre sur l'autre. Alors, éviter les projections et la romantisation des communautés autochtones, je crois que c'est très important. Humaniser les gens et les figer comme une image. Et l'autre chose qui, pour moi, c'est très important, c'est l'expérience, vivre avec. Donc, c'est vivre avec, je crois que c'est plus fort quand on est dans des missions de solidarité, que ce sont des missions, pas missions qu'on organise selon l'agenda et les intérêts de la coopération internationale, mais qui sont des missions au moment qui le peuple dans les territoires ont plus besoin. Les moments d'affronter les pouvoirs policiales armées et des compagnies multinationales chez nous. Donc, être avec nous et vivre ces moments où tout ce qui existe ne marche pas, il fallait créer d'autres sociabilités dans la résistance. C'est un moment qui, je crois, c'est comme si vivre ça nous fait imaginer pour vivre et résoudre les urgences de manger, boire de l'eau et vivre dans l'urgence et l'émergence d'une société nouvelle. Merci. Merci beaucoup, Myriam. And thank you so much to all of our panelists and to the ICN just for... Thanks. Merci au RCC et à tous les panélistes pour avoir organisé ce dialogue. Ça a été un privilège pour moi de participer à cette discussion. Et aussi, j'aimerais remercier le public aussi qui a intervenu beaucoup dans le chat et dans les questions. Et nous pourrons certainement partager ce qui s'est passé ici par la suite. Comme il ne reste que quelques minutes, je vais céder la parole à Sherry du RCC pour ses commentaires finaux. Merci encore une fois et merci de m'avoir inclus dans cette discussion. Thank you, Sydney. Merci, yes, Sydney. Thank you, everyone. This has Merci been a à vous really tous et toutes. engaging and interesting Ça a été discussion. très intéressant et très mobilisant comme discussion. Sorry, I've been listening to the webinar in French, and I didn't know if I could hear myself speaking in English and hear the interpretation in French at the same time. Sorry. So I'm good now. Yes, thank you so much to our panelists, Noelle, Ian, Miriam, and Freddie. You've given us a lot of things to think about critically, and to really, I encourage everyone to take, what stood out to you back to your communities and continue these discussions. And like Sydney said, yeah, thanks for engaging in the discussion through the chat, everyone, and for attending today. Thank you for moderating, Sydney. It was really fantastic. And I also just wanted to say thank you to the ICN staff, Judy, Annette, and Roshni for organizing the webinar and doing all the background work in the lead up. So we'll have more webinars coming up. You can have a look at the ICN website. We've always got things coming up. And so thanks again to everyone for coming, and we'll just wrap it up there. Yeah, it's been a great discussion. Okay, see you next time at the next ICN event. Sherry. Yes. Thank also all the people who listened to us and gave us the opportunity to dialogue with them. And I see they've made lots of comments, and we thank them as well for listening to us. Yeah, it's been great to see the engagement in the chat, and yeah, we hope to continue that. Yeah, you're right. Thanks very much, everyone. Thank you so much, everybody. Thank you, everyone, for listening and for sharing. This has been wonderful. Till next time. Bye-bye. Take care. At least today I've met with someone in Brazil, in South Africa.